Les détails, puisqu'effectivement, il y a l'affaire Babylou qui est un peu le cas paradigmatique, mais il y a des affaires plus récentes qui collent quasi parfaitement à l'affaire de Geox. Et avant de rentrer dans les détails, moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est que je voudrais envoyer ma solidarité à cet intérimaire. Et je rappelle une chose, c'est que de une, l'intérim, c'est un travail précaire, hein, je veux dire, et je pense que les images auxquelles on assiste sont d'une violence particulière, notamment parce qu'elle est quasiment chassée en fait de la boutique. Elle est obligée d'expliquer qu'elle a ses affaires à l'étage pour pouvoir rester quelques minutes de plus, et que par ailleurs, elle est passée par un processus de recrutement. Il y a une agence d'intérim qui lui a confié une mission, donc son voile, a priori, tout le monde en avait connaissance, et on est ici dans le secteur privé. Vous l'avez évoqué, tout ça c'est encadré, et heureusement qu'effectivement, c'est pas l'employeur qui peut décider de manière arbitraire de comment s'habillent ses salariés. Pourquoi? Deux raisons. Effectivement, il y a la loi travail qui a instauré la possibilité d'une clause de neutralité, et ça, attention, c'est précis, ça doit être inscrit dans le règlement intérieur, c'est-à-dire que c'est une règle formelle qui, par ailleurs, ne doit pas postuler une interdiction générale et absolue, et qui doit viser l'ensemble des salariés de la même manière. Mais surtout, en l'absence d'une clause inscrite dans le règlement intérieur, il y a une affaire qui nous intéresse, c'est parce que Camaïeu a été condamné pas plus tard que le 14 avril 2021 pour des faits exactement similaires, c'est-à-dire où l'employeur ou le gérant ou le supérieur hiérarchique a formulé une injonction orale à une salariée de quitter les lieux parce qu'elle avait un voile, en prétextant l'image de la société et le simple contact avec le public. Alors que ce n'était pas dans le règlement intérieur. Alors que ce n'était pas dans le règlement intérieur. Et par ailleurs, la réalité, règlement intérieur ou pas, hein, même dans le règlement intérieur, c'est-à-dire qu'on ne restreint pas les libertés fondamentales pour une raison, je veux dire, superficielle. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit proportionné au but recherché et que par ailleurs, qu'il n'y ait pas d'interdiction générale et absolue. Et comme je le disais, prétexter une prétendue attente des clients vis-à-vis d'une exigence physique que devraient adopter en fait certaines vendeuses. Concrètement, un employeur qui ne veut pas, pour des raisons de neutralité, donc que son employé qui est vendeuse et qui est au contact des clients porte le voile, ça c'est pas une raison. Il faut pour appuyer ça qu'il y ait un règlement intérieur. C'est pas ce que dit le site du service public que j'ai regardé, qui dit qu'un salarié en contact avec la clientèle, on peut lui interdire le port de tout signe manifestant des convictions personnelles, politiques, syndicales, associatives ou religieuses. Donc, dans certains cas, avec toutes les restrictions de règlement intérieur, c'est donc quelque chose que cet employeur pourrait montrer. Non, Par ailleurs, vous êtes non. solidaire de cet employé. En effet, la scène qu'on a vue est assez violente. Est-ce que vous êtes solidaire aussi de l'employeur, non pas pour ce qu'il a dit, mais pour les menaces de mort qu'il a reçues sur les réseaux sociaux à la suite de la publication? Les menaces de mort, c'est évidemment quelque chose que je dénonce. Je pense que ça n'a pas grand rapport avec la question de l'obligation de neutralité. On va y revenir sur les menaces de mort. Je pense que vous vous trompez. Vous avez effectivement évoqué le site du service public. Oui. Dans le secteur privé, ça n'a rien à voir. Non, c'est du service public. Non, c'est servicepublic.fr, mais ça parle des entreprises privées. Je vous assure qu'il faut ouvrir un code du travail. Je vous invite à regarder l'arrêt du 14 avril 2021. Je peux même vous donner le numéro de pourvoi si ça vous intéresse. C'est pour ça. Mais la société Camaïeu a été condamnée pour des faits exactement similaires. Qu'est-ce qui était dans son règlement intérieur et qu'est-ce qu'on devrait trouver dans le règlement intérieur de Geox pour couvrir cet employeur? Oui, mais c'est pas une question de règlement intérieur. C'est-à-dire que même en l'absence... Il y a deux niveaux de discussion, si vous voulez. Sur le terrain juridique, même en l'absence de règlement intérieur, si vous voulez formuler une restriction relative aux libertés fondamentales des salariés, et en particulier à la liberté de manifester ses opinions religieuses ou tout simplement d'en avoir, il faut une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Or, qu'est-ce que c'est que ça? La Cour de cassation l'a détaillé. Ça n'est certainement pas des attentes supposées des clients, entendues comme une atteinte à l'image commerciale de l'entreprise. Ça ne peut pas être un risque de conflit parce que une personne voilée sert une personne d'une autre religion. Heureusement que non, mais vous imaginez. Vous extrapolez sur une affaire. Moi, j'ai consulté également plusieurs avocats aujourd'hui qui confirment ce que disait Christophe. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est que cette obligation d'un règlement ne s'applique qu'aux entreprises de plus de 10 salariés. Ce qui, vraisemblablement, n'était peut-être pas le cas de ce magasin, auquel cas il reste libre d'embaucher qui le souhaite. Ce serait à confirmer. C'est vrai qu'il y a un grand flou juridique. Donc vous dites que une entreprise qui a moins de 10 salariés ne dépend pas du règlement intérieur?
Non, parce que le règlement intérieur n'est obligatoire que pour des entreprises de plus de 10 salariés, de fait. Donc c'est vrai qu'on est peut-être dans un flou juridique. Ce qui est quand même important, et ça je tiens à le rappeler, vous parlez de violence dans la vidéo. Moi j'ai visionné la vidéo dans son entier. Elle ne se fait pas jeter dehors. Elle refuse de partir. Elle reste, elle le filme. Il y a beaucoup de tension et la tension est réciproque. Elle est vraiment des deux côtés. Et je trouve, ce qu'on risque de voir, c'est qu'il serait fondé également à porter plainte contre elle pour l'avoir filmée contre sans son accord et pour avoir diffusé cette vidéo sur les réseaux sociaux, sachant pertinemment, dans le contexte actuel, qu'elle lui collait une cible dans le dos. Ça n'est pas anodin. Et ça, c'est grave. C'est grave. Il a dû fermer sa boutique aujourd'hui. On parle de mort. On ne parle pas de porter un voile pour vendre des chaussures, on parle de vie et de mort. Alors attendez, la réaction, la précision peut-être de Randall Schwerdorfer là-dessus. On ne peut pas filmer et enregistrer quelqu'un à son insu puis le diffuser. Ce sont deux infractions cumulatives, deux infractions pénales. Donc effectivement, elle peut tout à fait être poursuivie pour ça, parce que c'est filmer une discussion privée, parce que là il s'agit d'une discussion privée entre elle et un employeur, c'est totalement illégal. Enregistrer quelqu'un à son insu, c'est totalement déloyal et illégal. Et on risque quoi pour ça? C'est une infraction pénale, il me semble que la peine encourue c'est 1 an d'emprisonnement, il y a une amende aussi derrière, il y a rarement des peines de prison prononcées, mais par contre ce qui est vrai c'est que la diffusion ensuite peut être aussi poursuivie et réprimée pour éviter ce type de choses. Parce qu'on peut sortir n'importe quoi de son contexte, le diffuser sur les réseaux sociaux et par la suite avoir des conséquences qui sont dramatiques pour la personne. Donc lorsqu'on veut filmer quelqu'un dans une discussion privée ou l'enregistrer, on le prévient. Et si la personne n'est pas d'accord, on n'enregistre pas, on ne filme pas. C'est la loi, c'était une loi du Code des postes et télécommunications qui existe toujours et qui est toujours en vigueur. Il a reçu beaucoup de commentaires haineux. Il y aurait eu aussi des menaces de mort. Il a été obligé de fermer sa boutique. Aujourd'hui, effectivement, je reprends la question de Christophe Barbier. Est-ce que ça, vous le condamnez aussi ? Oui, évidemment, qu'on profère des menaces de mort à l'encontre d'un individu, ça je le condamne. Mais peut-être pour réagir à ce que vous disiez, en fait, vous comprenez bien que dans le Code du travail, ce serait une aberration, je veux dire c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'on puisse interdire aux femmes voilées de travailler dans le secteur privé. C'est quelque chose qui n'existe pas, parce que la position que vous défendez, elle aboutit à ça en réalité. Et je veux dire, il faut regarder ça dans le détail encore une fois, puisque je veux dire, on a bien discuté de cette question de règlement intérieur, et en l'absence de règlement intérieur, des conditions nécessaires en fait, et figées par la jurisprudence, mais surtout, à mon avis, il y a quelque chose dont on doit discuter ici, parce qu'on ne peut pas faire comme si c'était un fait isolé. Moi, je pense que le fait qu'il y ait ce type de comportement, c'est-à-dire de manière aussi ouverte, parce que la discrimination au travail, il y en a énormément, sur des fondements différents, que ce soit pour des motifs syndicaux, en fonction des opinions religieuses, en raison du sexe, etc. Mais ce qui est nouveau, ou en tout cas ce qui se manifeste dans cette affaire, c'est que ce soit aussi ouvert et aussi affirmé. Mais ça, on ne peut pas l'isoler du reste des politiques en fait, qui sont enclenchées, je veux dire, par le gouvernement et en réalité depuis des décennies, qui présentent le voile en fait, depuis plus de 20 ans comme un problème de société en soi. On voit la manière dont la droite voudrait interdire même à des mères d'accompagner des sorties scolaires. On voit comment dans la bouche du RN, la présence même du voile dans l'espace public serait un problème. On voit le fait que la France, c'est un des seuls pays à interdire aux athlètes françaises de porter le voile contre l'avis même du comité olympique et contre l'avis de l'ONU. Et on voit en fait à quoi aboutit ce type de politique. Ça a des conséquences concrètes où des jeunes femmes voilées intérimaires qui ont été recrutées par une boîte d'intérim à qui on a affecté une mission peuvent se présenter pour embaucher, pour travailler, à qui on dit casse-toi parce que t'es voilée. Mais là, c'est un cas particulier ça n'existe pas dans le code du travail. D'une femme c'est faux de dire que ça existe. Qui va devoir échanger avec des clients. Dans un contexte particulier de contact avec la clientèle qui est d'ailleurs prévu par les textes. Mais c'est faux. Dans le secteur privé, vous pensez que n'importe quelle vendeuse de n'importe quelle boutique ne peut pas porter le voile et que ça dépend du règlement. Et ensuite Christophe. Je voudrais aller sur le terrain des convictions politiques. Vous avez fait état de votre appartenance à la Révolution permanente, qui est le thème de la 4e internationale du Parti communiste de Karl Marx et de Trotsky, c'est-à-dire le communisme. La 4e internationale et Karl Marx, c'est pas exactement la même période, mais si vous voulez. Vous êtes plus politique qu'avocat sur ce plateau. Non, mais je viens. Mais vous savez, les deux, ça va ensemble. Je viens sur le terrain de la conviction politique. Il faut connaître un peu les avocats. Les avocats sont politiques. Je ne suis pas la première ni la dernière. Je pars du principe que votre appartenance à ce mouvement politique implique des valeurs, des croyances, des convictions sur la liberté, sur la laïcité, sur ce qu'est la République, sur ce qu'est le droit. Est-ce qu'en votre âme et conscience, maître Elsa Marcel, membre de Révolution permanente, vous estimez que le voile, aujourd'hui, qui est un signe religieux imposé par un dogme religieux, a sa place dans la République française, même à titre privé? Je vous demande votre option personnelle. Ensuite, il y a la loi. Votre valeur personnelle, vous, qui êtes, on pourrait dire, Trotsky, c'est un bien grand mot, mais qui défendez des valeurs avec courage, sur des principes sociaux, sur des principes politiques.
Il y a des militants de votre mouvance politique qui ont été tués pour leurs idées. Vous trouvez aujourd'hui qu'une femme en France qui porte le voile est un signe de liberté ou est un signe de soumission à l'islam? Je voudrais juste votre avis personnel. Moi, vous savez, je suis pour la liberté des femmes de décider et pas pour que ce soit vous qui imposiez aux femmes de savoir comment elles se doivent s'habiller. Est-ce que vous êtes sûr? Quand est-ce que vous savez quand savez-vous qu'elles ont décidé? Comment savez-vous qu'elles ont décidé? Vous m'avez posé la question, vous m'avez demandé est-ce que porter un voile est compatible avec les principes de la République? Et je veux dire, vous savez ce que c'est que la laïcité en France? Ça n'a rien à voir avec le détournement qu'on en fait. C'est la possibilité de séparer les cultes et l'État, et de traiter toutes les religions de manière égalitaire. Et si le voile est imposé? Et si le voile est imposé par quelqu'un d'autre? Moi, je suis pour que les femmes, elles soient actrices de leur propre émancipation. Ah bon, ce soit ni vous qui décidez pour elles, vous acceptez certainement pas vous, certainement pas mais moi, je n'interdis rien. Il y a des femmes qui portent le voile parce qu'elles en font le choix. Et celles qui n'en font pas le choix, qu'est-ce qu'on fait avec celles qui n'en font pas le choix, qui sont qu'elles s'organisent, qu'on s'organise et qu'elles se défendent. Mais c'est pas vous qui allez le faire. Ah non, non. Révolution. Je pose la question à la militante et à l'avocate. Pour prolonger la question, Révolution permanente, scission du NPA, a soutenu la candidature d'Anas Kazib à la présidentielle 2022. Le 7 octobre, il a relayé les attaques du Hamas, des images filmées par le Hamas, en se réjouissant de voir le peuple palestinien attaquer cet État sanguinaire qu'est Israël. Vous êtes solidaire aussi de cela et vous considérez qu'un soutien à Anas Kazib ne biaise pas votre jugement sur cette affaire-là? Alors là, si vous voulez, la question, elle mélange plein de problèmes. C'est rapport à l'islamisme, à l'islam, et c'est un problème de voile. Alors là, non, mais là, c'est vraiment la salade. Franchement, c'est ridicule. Je vais vous répondre point par point parce qu'il faut mettre un peu de méthode dans tout ça quand même. Est-ce que je suis solidaire d'Anas Kazib qui est criminalisé pour son soutien à la Palestine? Oui. Pas à la Palestine, au Hamas. Aux attaques du 7 octobre, terroristes, aux viols de femmes, aux assassinats, aux meurtres d'enfants. Il est solidaire de cela et vous êtes solidaire de lui. C'est bien ça que j'ai compris. Moi, écoutez, monsieur Barbier, je suis avocate. On va quand même revenir sur Geox. Moi, monsieur Barbier, si vous voulez, je suis avocate. J'ai des procès contre l'apologie du terrorisme. J'en ai plaidé une dizaine depuis maintenant. Donc, je sais exactement la manière dont ça se passe. Moi, à aucun moment, Anas Kazib, je le connais évidemment, c'est pas du tout un soutien du Hamas. En revanche, que lui, il dénonce effectivement un état d'apartheid, la colonisation, etc. Ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, si vous êtes en train de m'expliquer, on va revenir de l'attaque. Je ne sais pas si vous êtes procureur ou policier. Non, mais j'interroge. Mais je ne sais pas si vous êtes procureur ou policier. De lui. Moi, vous faites bien de faire le lien parce que ça me permet de discuter de quelque chose. Effectivement, il y a une articulation entre ce que je dénonçais, c'est-à-dire la criminalisation permanente de la population musulmane en France, à laquelle on assiste depuis des années, qui se manifeste encore par la manière dont on a interdit aux jeunes femmes à la rentrée de porter l'abaya, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, parce qu'elles portaient un kimono, qu'elles étaient musulmanes ou assimilées, on leur a dit non, ça c'est pas un kimono, c'est un abaya, tu rentres chez toi. L'articulation entre ça et la criminalisation absolument considérable que subissent des centaines de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des représentants de la CGT, je pense à Jean-Paul Dolesco, il y a des militants politiques, je pense à des militants du NPA et d'autres organisations. On s'éloigne les amis. Il y a des députés de la France Insoumise. J'aimerais qu'on revienne sur le sujet ce soir. Oui, et je reviens et je clôt sur ça, mais je suis obligée de répondre à la question qu'on m'a posée. Moi, évidemment, comme militante, mais aussi comme avocate, parce que les avocats, c'est des gens qui sont là pour défendre les libertés publiques, qui sont là pour défendre les libertés démocratiques, qui sont là pour défendre la liberté d'expression. Évidemment que je suis solidaire des jeunes femmes qui se battent pour le droit de s'habiller comme elles veulent et pour les gens qui se battent pour le droit de défendre leurs opinions politiques. L'abaya à l'école ou le voile dans le cadre des règlements intérieurs d'entreprise, est-ce que vous diriez que vous êtes pour ce qu'on appelle les accommodements raisonnables avec les revendications des musulmans et de l'islam politique qui veut autoriser le voile à l'école Mais je ne sais pas de quel islam politique vous parlez. Est-ce que vous êtes conscient que la France, c'est une exception internationale? Est-ce que vous êtes conscient j'en suis conscient. Est-ce que vous êtes conscient qu'au Royaume-Uni, j'en suis fier. ils nous regardent... Ah oui, donc l'islamisme politique, avec l'islamisme politique règne au Royaume-Uni. Mais ça nous évite les manifestations de haine qu'on a vues au Royaume-Uni. En tout cas, c'est les limites chez nous. Ah oui, d'accord. Et il faut protéger. Les professeurs sont décapités. C'est l'héritage de Hugo, c'est l'héritage de Zola. Attendez les amis, ça part dans tous les sens là. On va remettre un peu d'ordre. Géraldine Vossner. Ce qui m'interpelle dans cette histoire aujourd'hui, c'est qu'on a toujours le même schéma politique et militant. C'est une affaire particulière qui a pas eu enfin voilà, il y a une confrontation entre un potentiel employeur, la personne qu'on lui envoie, il s'attendait pas à la trouver. C'est quelque chose qui aurait dû se régler, et ce serait très bien réglé dans le cadre privé si elle souhaitait porter plainte, etc. Non, elle choisit de le filmer et elle choisit de le diffuser sur les réseaux sociaux. Ce faisant, elle sait qu'il va se passer exactement cela. On va refaire un énième débat, s'indigner, parler. Et c'est une manière d'imposer toujours un peu plus ses marques et ses modes de vie. Si vous voulez, moi je comprends votre combat pour la défense du voile. Moi j'en ai un, c'est de permettre aux femmes d'Iran ou d'Afghanistan, par exemple, de pouvoir le retirer, le voile, si elles le souhaitent, si elles le désirent. Voilà, chacun ses combats.
le vôtre, il est qu'on puisse le porter en France pour vendre des chaussures. C'est vraiment pas le mien. Et je pense pas que ça doive être un débat national tous les jours de l'année. Oui, enfin, c'est quand même pas moi qui décide des lignes éditoriales des grands médias comme celui de BFM TV. Vosner m'enlève les mots de la bouche. Effectivement, je suis tout à fait en phase avec ce que vous venez de dire, Géraldine. Ça me fatigue aussi, en fait, ce genre d'histoire. Je comprends même pas pourquoi on parle de ça. Bah après, je vois pas le problème. Parce qu'il y a un commerçant qui est dans... Non, mais parce qu'elle a jeté un commerçant en les éditoriales de BFM TV. Elle a jeté un pauvre commerçant. Les amis, ce soir, c'est un peu chaotique déjà. On écoute Randall Géraldine que c'est un problème qu'elle aurait pu gérer tout simplement en allant soit en saisissant le Conseil des prud'hommes, soit en allant déposer une plainte pénale pour peu importe, incitation à la haine ou ce qu'elle veut, et qui regardait pas du tout le public. Et je pense qu'on est en train de stigmatiser des comportements qui n'existent que dans ce magasin-là, à ce moment-là, et qui ne sont pas représentatifs de ce qui se passe en France. La France est quand même un pays hyper tolérant, hyper accueillant, voire même trop, hyper généreux. Et on a l'impression que tous les Français sont des gros racistes. Ne supportent pas les musulmans. Non mais je vais vous dire une chose. Du Conseil des droits de l'homme présidé par le Maroc. En termes de tolérance. On met les homosexuels en prison. Ça vous parle du comité olympique et je vous parle de l'ONU et de la haut-commissaire qui explique que le fait que les athlètes puissent pas... Est-ce qu'on peut écouter Randall en termes de tolérance, quand vous allez dans un pays musulman, quand vous êtes une femme et que vous allez dans un restaurant et que vous êtes par exemple en maillot de bain et que votre tenue ne convient pas, on vous laisse pas rentrer. Voire on vous met dehors. Et ça ne pose aucun problème à personne. Et vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux, vous allez faire rire tout le monde. Voilà. Et je trouve qu'en France, on accepte tout, on subit tout, et en plus on nous reproche tout. Je trouve qu'il y a une ingratitude phénoménale. On est un État laïque, on a un comportement, je trouve, en France relativement exemplaire, extrêmement accueillant, et on est constamment en train de reprocher aux Français des choses. Mais en revanche, il est normal qu'on s'interroge sur ce que la loi autorise ou pas. Si une femme voilée a le droit de travailler dans un magasin. Ce qui s'est passé chez Geox ne justifie pas. Attendez, s'il vous plaît. C'est pas la discussion de la clause de neutralité de ce que le dit Code du travail sur comment est-ce que des femmes peuvent travailler ou pas. Ça me choque plus que la petite Samara, elle a été massacrée parce que elle mettait pas le voile et parce qu'il y en a qui la traitaient de putain parce qu'elle s'habillait pas de façon convenable pour elle. Voilà. Moi, ça me choque. Le gamin de Viry-Châtillon parce qu'il avait une relation. Que Chemseddine se soit fait massacrer parce qu'il draguait les jeunes filles musulmanes, ça me choque. Mais quel est le rapport avec cette jeune femme intérimaire l'instrumentalisation qu'elle a diffusé des images. Le rapport est l'instrumentalisation des gens comme vous, en fait. Qu'elle a diffusé des images qui peuvent provoquer la mort de ce monsieur. Une affaire qui ne mérite pas. Non mais alors, je pense qu'il faut remettre un dernier mot là-dessus. Non mais la réalité c'est que pour moi je suis un peu estomaquée qu'en fait on fasse l'espèce de bingo entre Samara, l'ensemble, en mettant tout ça dans un melting pot, alors que d'une part, enfin je veux dire, c'est vous qui procédez à une instrumentalisation abominable. Enfin la mère de Samara, c'est elle-même délimitée en fait des interprétations qui étaient formulées de cette manière-là. Ce sont deux affaires deux discours différents. C'est intéressant d'ailleurs. Et à chercher à mettre un terme par ailleurs à cette offensive. Sous les conseils de qui ? Et surtout, bah écoutez, alors ça c'est à vous de me le dire, vu que visiblement vous êtes informés. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, on vient ici pour discuter et pour m'interroger sur ce que dit le Code du travail. Je suis désolée qu'il ne vous plaise pas. Et je vous invite vraiment à lire l'affaire Camaïeu, qui est l'arrêt le plus récent à la matière. Je ne sais pas si vous en avez trouvé un plus récent, mais ça m'intéresse de lire. C'est celui du 14 avril 2021. Et c'est exactement l'affaire Geox. Enfin, vous lirez les faits, c'est extrêmement similaire. Et que vous arriviez à en faire une histoire. Que pensez-vous de la diffusion de l'image ? Alors qu'on est face à une situation ouvertement discriminatoire et que vous arriviez à en faire un procès de la religion musulmane. On verra si c'est ouvertement discriminatoire. Parce que c'est quand même complexe, ce point de droit du travail. Il est très complexe et il y a des interprétations différentes. On verra ce que disent les tribunaux s'ils sont saisis. Mais il y a deux affaires. Il y a l'affaire de cette discrimination potentielle et j'espère qu'elle sera jugée et éclaircie. Et puis il y a l'affaire de la mise en pâture de cet homme par une femme qui va du coup déclencher une ire islamiste. Et vous ne pouvez pas nier ça. Qu'un homme reçoive des menaces de mort, je veux dire, oui, c'est inacceptable. Et c'est de sa faute à elle. Il ne faut pas recevoir des...
de sa faute à elle. Recevoir des menaces de mort. Il ne faut pas diffuser des images qui provoquent ça. Elle a donc commis une faute. Oui, non mais surtout, non mais moi je suis un peu estomaquée par la manière dont vous arrivez même pas à prendre une position sur une question qui est pourtant en fait tranchée et claire, et c'est-à-dire que vous arrivez à vous formuler non mais la question de Christophe Barbier est très claire. Voilà, est-ce que vous le condamnez? Est-ce que c'est une faute de sa part d'avoir publié ces images? Mais par ailleurs, contre le gré de ce monsieur. Et les images que par ailleurs vous m'avez envoyées pour préparer l'émission, c'est un compte Twitter anonyme. Donc je ne sais même pas quelle a été sa démarche à elle. Allez. À aucun moment il y a son nom qui elle diffuse cette Samuel Paty est décapité à partir d'une vidéo. C'est une vidéo qui déclenche la mort de Samuel Paty. Il faut donc faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Évidemment, je veux dire, à partir de là, à partir du principe que du coup, c'est impossible de défendre cette jeune femme qui a subi une discrimination. Et on verra. Je trouve ça indécent. Et on verra ce que dit la justice. Geox doit publier d'ailleurs un communiqué dans les prochaines heures. Il l'a fait savoir. Merci beaucoup Elsa Marcel d'être venue pour ce débat très animé ce soir. Merci à vous.